2 avril 1988, comté de Franklin, Caroline du Nord. Ivan McGuire saute d'un avion Twin Beech à 10 500 pieds. Ce n'était pas un débutant. On peut clairement le voir à la façon dont sa caméra fixée sur son casque reste stable sur les 2 personnes au-dessus de lui, même lorsqu'il chute librement à des milliers de pieds dans les airs. Tout semble normal, sa caméra de casque tourne, le duo atterrit, ouvre ses parachutes et s'éloigne en flottant. Maintenant, c'est son tour. Il baisse la main vers sa hanche droite pour saisir la poignée d'ouverture. Vous pouvez voir sa main gauche entrer dans le champ. Il tire sur le sac et rien ne se passe. Un parachutiste professionnel qui a, d'une manière ou d'une autre, oublié son parachute. 16 plongeurs d'élite qui se sont noyés. Un meurtre sans meurtrier. Et 46 personnes tuées par une coquille de noix. Voici 6 des pires catastrophes de parachutisme de l'histoire humaine. Bienvenue dans l'extrême. Le 2 avril 1988 fut une journée chargée pour tout le monde au Franklin County Sports Parachute Center en Caroline du Nord, y compris pour Ivan McGuire, un employé des télécommunications de 35 ans. Ivan était un homme obsédé par le parachutisme, avec plus de 800 sauts officiels à son actif en 1988. Son objectif était de devenir le meilleur photographe de parachutisme des États-Unis. Et ce n'était pas une tâche facile, car filmer un saut en parachute en 1988 était un processus extrêmement difficile. À l'époque, il n'existait pas de caméra GoPro à fixer sur son casque. Pour ses prises de vue, Ivan portait un équipement personnalisé composé d'une grosse caméra vidéo fixée à son casque, de câbles épais descendant le long de son corps et d'un lourd bloc batterie fixé directement sur son dos. Le harnais qui permettait à cet équipement de fonctionner est attaché sur sa poitrine et ses épaules, exactement comme un parachute. Ce n'était pas un travail dangereux et Ivan était un perfectionniste. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était encore là le 2 avril. Ivan finissait habituellement à midi, mais ce jour-là, il était resté jusqu'à 14h30 pour perfectionner ses compétences en tournage. Il avait déjà effectué 2 sauts ce jour-là sans incident et il n'y avait aucune raison de penser que ce saut serait différent. Le plan était simple. Ivan sauterait de l'avion et un binôme composé d'un instructeur et d'un élève débutant effectuant son premier saut le suivrait. Il tomberait juste en dessous d'eux et filmerait toute l'expérience depuis le bas. Pour un homme ayant effectué 800 sauts, c'était aussi routinier que possible. Alors, Ivan était monté à bord de l'avion et, comme prévu, lorsque l'appareil a atteint 10 500 pieds, Ivan a sauté le premier. Peu après, le duo en tandem a sauté, suivi parfaitement par Ivan. Je ne fais pas de parachutisme, mais si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Mais garder un angle de caméra stable sans aucun point de repère doit être l'une des choses les plus difficiles à faire dans les airs. Lorsque le duo qui en suivait a atteint la hauteur souhaitée, l'instructeur et l'élève ont ouvert leur parachute au bon moment et se sont éloignés. Tout s'était parfaitement déroulé. C'était au tour d'Ivan. Il a tendu la main vers sa hanche droite pour attraper la poignée d'ouverture et rien ne s'est passé. On peut voir le moment où sa main gauche entre dans le champ de la caméra. Pendant un instant, on dirait presque un simple ajustement de routine. Mais ensuite, le mouvement change et cela devient quelque chose de plus désespéré. Sa main cherche, tapote, agrippe dans le vide. À 240 km/h, alors que le sol se rapproche, Ivan McGuire s'est rendu compte qu'il ne portait pas de parachute. Dans ces dernières secondes, le travail de caméra fluide et professionnel disparaît. Les images tremblent violemment dans un flou chaotique de blanc et de nuages alors qu'Ivan cherche désespérément sur son dos un parachute qui n'est pas là. Juste avant que la bande ne s'arrête, il a semblé qu'Ivan ait prononcé ces 2 mots dans sa caméra. Non, puis l'obscurité. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, mais cela n'a servi à rien. Ivan est décédé sur le coup. Son corps a été retrouvé dans un bosquet à environ 2,5 km de l'aérodrome. Les enquêteurs de l'aviation se sont retrouvés face à une question impossible. Comment un vétéran peut-il simplement oublier son parachute ? C'est comme partir en voyage en voiture et oublier ses clés. Ça n'a aucun sens. Vous le réalisez en arrivant à votre voiture. Mais Ivan s'en est rendu compte trop tard. Alors, comment cela a-t-il pu arriver ? La réponse déchirante a été trouvée de retour au hangar. Le parachute d'Ivan était toujours posé au sol, intact. Pressé de faire son 3e vol de la journée, il avait attaché son lourd harnais de caméra et s'était précipité vers l'avion. Parce que la batterie encombrante et les sangles épaisses reposaient sur ses épaules exactement là où son parachute se trouvait habituellement, son corps avait physiquement la sensation d'être équipé.
Ajoutez à cela l'extrême fatigue qu'il devait ressentir après 2 sauts réussis plus tôt dans la journée et vous obtenez un piège mortel. Ce qui est si déchirant dans cet incident, c'est que quelqu'un avait déjà sauvé la vie d'Ivan ce même jour. Plus tôt dans l'après-midi, à son 2e saut, un collègue l'a surpris marchant vers l'avion sans parachute. Ivan est revenu, a pris son parachute, sauté et atterri sans problème. Pour lui, ce n'était guère un incident préoccupant. Ça aurait dû l'être. Alors que l'histoire d'Ivan est un cas triste mais simple de négligence envers lui-même, les 5 histoires suivantes sont beaucoup plus compliquées. Commençons par ce qui s'est passé dans l'Ohio le 27 août 1967. Cela aurait dû être le saut d'une vie. Quelques semaines plus tôt, un homme nommé Bob Carnes avait fait une démonstration lors d'un meeting aérien avec son North American B-25 privé. Mitchell, l'avion qui menait des missions du Pacifique à l'Allemagne, à une époque où ce pays n'était pas encore l'allié que nous connaissons. Bob Carnes avait d'une manière ou d'une autre l'un de ces avions dans sa collection personnelle. Et pour remercier la communauté des parachutistes de leur soutien lors de son meeting aérien, il fit une offre à laquelle aucun parachutiste sérieux de l'Ohio ne pouvait raisonnablement dire non. Un saut gratuit depuis un bombardier de la Seconde Guerre mondiale à 20 000 pieds, l'offre s'est répandue dans la communauté presque immédiatement et d'ici le 27 août, environ 30 des parachutistes les plus expérimentés de l'État s'étaient rendus à l'aéroport Ortner à Wakeman dans l'Ohio pour profiter de cette opportunité. Tellement de personnes ont accepté l'offre qu'au début, l'avion ne pouvait tout simplement pas décoller. Ils ont demandé aux parachutistes les moins expérimentés de se retirer. Seuls les meilleurs ont été retenus. Je veux que vous compreniez à quel point ces personnes étaient sérieuses. 17 des 18 personnes choisies pour le saut étaient membres de l'Association américaine de parachutisme. Beaucoup avaient plus de 200 sauts à leur actif, ce qui rend tout ce qui a suivi d'autant plus incroyable. Le problème a commencé avec Bob Carnes lui-même et il a commencé avant même que l'avion ne quitte le sol. Son équipement de navigation avait une faille critique qu'il n'avait jamais révélée à personne. Sa radio et son système VOR, qui était l'instrument indiquant exactement au pilote où il se trouve, ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Il pouvait soit parler au contrôle aérien, soit naviguer, pas les deux. En temps normal, ce n'était qu'un léger inconvénient. Mais le 27 août 1967, une épaisse couche de nuages denses avait recouvert le nord de l'Ohio, bloquant complètement la vue du sol en dessous. Même en 1967, la réglementation précisait clairement qu'il fallait pouvoir identifier visuellement la zone d'atterrissage. Mais Bob avait ses 18 parachutistes d'élite à l'arrière et il voulait que le saut ait lieu. Alors, il a éteint sa navigation à bord pour parler au contrôle du trafic aérien de Cleveland. Il a demandé au contrôleur radar de guider son B-25 au-dessus de la zone de largage de l'aéroport d'Ortner. Au même moment où Bob a décollé, un photographe nommé Ted Murphy avait fait décoller un petit Cessna 180 dans l'intention de photographier les parachutistes depuis les airs. Et c'est là qu'a eu lieu l'un des cas d'erreur d'identification les plus extrêmes de l'histoire de l'aviation. Parce qu'en 1967, le radar civil n'était essentiellement qu'un point lumineux sur un écran. Aucune étiquette n'indiquait la taille, le type ou l'altitude d'un avion. Un énorme bombardier B-25 de la Seconde Guerre mondiale et un minuscule Cessna 180 apparaissaient exactement de la même façon sur l'écran radar. Et dans la salle radar de Cleveland, une relève de quart venait tout juste d'avoir lieu. Le contrôleur principal qui communiquait avec Carnes s'est éloigné pour prendre une pause café, laissant un remplaçant surveiller le radar. Lorsque l'autre contrôleur s'est assis et a regardé les points lumineux, il s'est concentré sur un écho-radar qu'il pensait être Carnes et a commencé à donner des instructions. Le contrôleur parlait à Bob Carnes à la radio, mais il suivait le Cessna de Ted Murphy à l'écran. Comme Carnes volait complètement à l'aveugle dans les nuages, il n'avait pas d'autre choix que de faire confiance et de suivre chaque instruction que le contrôleur lui donnait dans le casque. Lorsque le point qu'il croyait être Bob était au-dessus de la zone de largage de l'aéroport d'Orton à l'écran, il a dit à Carnes d'y aller. Il n'avait aucune idée que le point qu'il regardait était le Cessna de Ted Murphy et que Carnes. Et le véritable B-25, avec 18 parachutistes à bord, se trouvait à environ 12 miles de l'aéroport d'Orton, directement au-dessus des eaux ouvertes du lac Erie. Rappelez-vous, Bob volait complètement à l'aveugle, alors quand il a entendu le feu vert du contrôleur, il a donné le feu vert aux parachutistes pour sauter.
Le chef de saut a ouvert la porte et même si le règlement de l'époque indiquait explicitement aux parachutistes de ne jamais sauter sans avoir confirmé visuellement le sol. En dessous d'eux, les 18 ont tous sauté à 20 000 pieds dans des nuages si épais qu'on ne pouvait rien voir à travers, trop épais pour savoir ce qui les attendait de l'autre côté. Longtemps, ils chutaient en chute libre dans un brouillard blanc. Ils ont traversé la base des nuages à environ 4000 pieds et au lieu de voir de l'herbe et de la terre, ils ont vu de l'eau. La panique s'est installée car en 1967, l'équipement de parachutisme était incroyablement lourd. Les parachutistes portaient en des combinaisons épaisses, de lourdes bottes et 40 livres de sangles en toile et en nylon. Dans cet état, même s'ils survivaient à l'impact, ils couleraient immédiatement. Ils avaient environ 30 secondes entre la base du nuage et la Terre. Pense à ce que représentent 30 secondes quand tu tombes à la vitesse terminale. Sans aucun moyen de s'arrêter, ils se sont écrasés violemment dans le lac. Leurs immenses et lourdes voilures se sont effondrées sur eux et leurs parachutes se sont instantanément transformés en filets mouillés, les entraînant sous la surface. Les gens aux alentours ne comprenaient même pas ce qu'ils voyaient au début. Sur le lac, des plaisanciers, dont deux beaux-frères, Dean Phillips et Richard Ralph, qui faisaient une promenade dominicale, ont levé les yeux et vu de petites silhouettes tomber des nuages bas. Au début, ils pensaient regarder une volée de mouettes plonger vers la surface. Certains ont pensé qu'il s'agissait simplement de déchets ou de débris illégalement jetés d'un avion. Ce n'est que lorsque les parachutes se sont ouverts et que les immenses voiles ont commencé à s'écraser dans l'eau que la réalité terrifiante s'est imposée. Les plaisanciers ont accéléré et se sont précipités vers la zone d'impact pour porter secours. Arrivés sur les lieux de la chute, les plaisanciers ont désespérément tiré sur les lignes emmêlées pour hisser les parachutistes lourds et détrempés à bord. Miraculeusement, Phillips et Ralph ont réussi à sortir vivants de l'eau deux parachutistes nommés Robert Coy et Bernard Johnson. Ils ont essayé de réanimer un troisième, mais il n'a pas survécu. Malgré leurs efforts de sauvetage immédiat et d'autres tentatives de la part des plaisanciers à proximité, les parachutistes ont coulé au fond et sont devenus inaccessibles. La recherche qui a suivi a duré 53 heures, plus de 400 personnes ont afflué dans la ville de Huron, dans l'Ohio. Des unités de la garde côtière, des avions militaires, plus de 30 bateaux et du personnel de secours venus de tout l'État. Ils ont fouillé chaque centimètre de ce rivage. Il était trop tard, 16 des 18 parachutistes se sont noyés. Seuls 2 ont survécu assez longtemps pour être sortis de l'eau. L'enquête qui a suivi a été intense, approfondie et brutale. Carnes a été jugé responsable pour avoir délibérément largué des parachutistes à travers une couche nuageuse dense sans contact visuel avec le sol, une violation directe des réglementations fédérales. En conséquence, il a été définitivement privé de son droit de piloter des avions commerciaux ou de transporter des passagers à l'avenir. En plus d'avoir perdu son gagne-pain, Carnes, ainsi que le gouvernement fédéral, a été poursuivi par les familles des 16 victimes dans de lourdes poursuites pour mort injustifiée. La catastrophe a ruiné financièrement son entreprise à jamais. La catastrophe a également changé les règles de l'aviation à jamais. Parce que ces parachutistes d'élite s'étaient noyés sous le poids immense de leur propre équipement, le Parachute Club of America a réécrit son protocole de sécurité pour inclure une obligation impérative qui exige que toute personne effectuant un saut à moins de 80 km d'un plan d'eau soit équipée d'un équipement de flottaison et de survie homologué. Ce protocole de sécurité a sans aucun doute sauvé de nombreuses vies qui ne se sont jamais retrouvées sur cette chaîne. Mais malheureusement, pour rendre cela nécessaire, il a fallu que 16 vies soient perdues. Jusqu'à présent, chaque catastrophe a été une tragédie que personne n'avait voulu. Personne ne voulait que quelqu'un meure. Mais en 2003, en Angleterre, quelqu'un l'a voulu. Stephen Hilder était un officier cadet de 20 ans au Collège royal des sciences militaires, qui fait partie de l'Académie de défense du Royaume-Uni. Il suivait une voie militaire depuis des années, ayant obtenu ses LVELs au Welbeck College, l'école de 6e supérieure d'élite de l'armée. Après un bref passage infructueux à l'université de Bristol, Stephen a été transféré à Shrewsbury pour étudier la gestion et la logistique, et il se préparait à une carrière d'officier dans l'armée. Selon la majorité des témoignages, il était un jeune homme discipliné, brillant et ambitieux. Mais Stephen menait une seconde vie parallèlement à sa formation militaire, et cela le consumait d'une manière que même ses amis les plus proches avaient du mal à expliquer pleinement.
Il s'était mis au parachutisme et en seulement 2 ans, il avait effectué plus de 200 sauts. Pour mettre cela en perspective, la plupart des parachutistes amateurs mettent donc des années à atteindre ce chiffre. Ses amis disaient que ce n'était pas juste une chose qu'il aimait, mais qu'il en avait besoin. À l'été 2003, Stéphane participait à des compétitions au sein d'une équipe de parachutisme de formation à 3 appelée Pluie Noire, aux côtés de ses camarades officiers cadets Adrien Blair et David Masson. Dans une discipline spécialisée appelée vol libre. Le vol libre n'est pas un saut en parachute classique sur le ventre. C'est essentiellement de la gymnastique aérienne à des milliers de mètres d'altitude. Les parachutistes tombent la tête la première, les pieds en avant ou en position assise, exécutant des formations complexes et chorégraphiées tout en chutant à 240 km/h. Cela demande une concentration immense, une grande conscience corporelle et beaucoup de courage. Tous 3 avaient participé au championnat de la British Collegiate Parachute Association, une compétition d'une semaine organisée cette année-là à l'aérodrome de Abalstow dans le Lincolnshire. Le 4 juillet 2003 était un jour de compétition, et vers 14h45, Stéphane et ses 2 coéquipiers sont montés à bord d'un avion de saut et ont entamé la lente ascension jusqu'à 13 000 pieds. Grâce à un autre parachutiste qui filmait, nous savons exactement quelle était l'ambiance dans la cabine. À la caméra, Stéphane souriait, plaisantait avec ses amis, faisait un signe de pouce levé. Il ressemblait à un jeune homme prêt à concourir dans son sport favori. Quand le feu est passé au vert, les 3 hommes se sont élancés dans le ciel, et le saut était tout simplement parfait. L'équipe était totalement concentrée. Ils ont exécuté 19 figures acrobatiques parfaitement synchronisées et à 1200 mètres d'altitude, la routine s'est terminée. L'équipe s'est dispersée pour créer une distance de sécurité avant de déployer leur parachute. Les coéquipiers de Steven ont lancé leur mini-parachute et ont été aussitôt tirés vers le haut quand leurs voiles principales se sont ouvertes. Ils ont regardé à côté, attendant que la voile de Steven s'ouvre, mais il tombait toujours. Steven a tiré la poignée de son parachute principal sans résultat. S'appuyant immédiatement sur son entraînement militaire et sa mémoire musculaire, il a appliqué directement le protocole d'urgence. Il a attrapé son parachute de secours. Encore une fois, rien ne s'est passé. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder impuissant alors qu'il tombait et s'écrasait dans un champ de maïs voisin à 190 km/h. Il est décédé sur le coup. Lorsque les secouristes et les responsables de la zone de saut ont récupéré son corps parmi les hautes tiges de maïs, ils ont supposé qu'ils étaient face à une tragédie sur 1 million où les systèmes principal et de secours avaient échoué en même temps. Mais lorsqu'ils ont examiné son équipement de très près, ce qu'ils ont vu n'avait aucun sens. Voyez-vous, chaque parachutiste saute avec 2 parachutes, un principal et un de secours. Chaque parachute est relié à un harnais sur votre corps avec des sangles épaisses et très résistantes. Lorsque vous tirez sur la poignée de déploiement, ce sont ces sangles qui transmettent la force de l'ouverture du parachute au-dessus de vous à votre corps, vous ralentissant. Elles sont essentiellement la seule chose qui vous sépare d'un violent impact avec le sol. Si ces sangles sont sabotées, peu importe la perfection du déploiement de votre parachute, il se détachera et s'éloignera en flottant au-dessus de vous pendant que vous continuerez à tomber. C'est exactement ce qui avait été fait à l'équipement de Stéphane. Les 2 jeux de sangles, sur le parachute principal comme sur le parachute de secours, avaient été coupés avec ce que les enquêteurs ont ensuite déterminé être un instrument tranchant. Et les coupures n'étaient ni aléatoires ni maladroites. Celui qui a fait cela comprenait précisément ce qu'il coupait et pourquoi. La police de Humberside a qualifié cela de sabotage de niveau expert. Un enquêteur principal l'a qualifié d'unique dans l'histoire criminelle britannique. Quelqu'un avait réussi à commettre un meurtre en plein vol lors d'un championnat national. La police du Humber a immédiatement lancé une vaste enquête pour homicide. Mais ce n'était pas un film où la police verrouille instantanément les portes et attrape le meurtrier. C'était une chasse à l'homme lente, pénible et nationale. Les enquêteurs ont dû retrouver et interroger des milliers de personnes ayant assisté au festival d'une semaine. Ils cherchaient des rivaux jaloux, des ennemis secrets ou toute personne ayant une rancune contre le jeune cadet. Ils n'ont rien trouvé jusqu'à 3 mois plus tard, en octobre 2003. La police a alors pris une décision qui a absolument choqué tout le monde. Ils ont choisi d'examiner l'endroit où cela s'était produit. Ils ont arrêté et interrogé les 2 coéquipiers de Stevens, les mêmes jeunes hommes qui avaient sauté de l'avion avec lui, ainsi qu'une 3e personne dont le nom n'a pas été révélé.
La trahison semblait presque inimaginable, surtout parce que, quelques semaines auparavant, ses deux amis avaient servi de porteurs lors des funérailles de Stevens, portant physiquement son cercueil dans l'allée. Et pourtant, les voilà assis dans une salle d'interrogatoire de la police. Quant au troisième homme, personne n'a jamais expliqué qui il était, ni pourquoi il avait été arrêté. Les médias britanniques s'y sont entrés dans une véritable frénésie. Ils ont élaboré des théories folles de jalousie amère, de rivalité militaire et de triangles amoureux complexes à propos de cet assassinat brillant et sans froid commis par ses plus proches amis. Il ne restait plus que des preuves matérielles pour boucler l'affaire. Mais vous savez que la vérité d'un crime se trouve rarement dans le cirque médiatique. Elle se trouve dans les données médico-légales discrètes et microscopiques. Et lorsque les rapports médico-légaux sont enfin revenus du laboratoire, ils ont complètement bouleversé toute l'enquête sur le meurtre. Car, lors du prélèvement sur les sangles sectionnées du parachute, le laboratoire médico-légal cherchait l'ADN du meurtrier. Il pensait trouver de la sueur, des cellules de peau ou des fluides corporels de la personne ayant coupé violemment le matériau épais. Au lieu de cela, le seul ADN qu'ils ont trouvé était celui de Stephen Hilder. La police avait également fouillé la voiture de Stephen qui était garée sur la zone de saut toute la semaine. À l'intérieur du coffre, ils ont trouvé une paire de ciseaux. Et lorsqu'ils ont examiné ces ciseaux au microscope, l'analyse médico-légale a révélé les fibres microscopiques de nylon laissées sur les lames correspondaient parfaitement aux sangles coupées de son harnais de parachute. Les preuves matérielles menaient à une conclusion impensable. Stephen Hilder avait saboté ses propres lignes de vie. À mesure que les enquêteurs approfondissaient sa vie personnelle, d'autres faits troublants commencèrent à émerger. Derrière le parachutiste souriant et détendu dans l'avion, Stephen était un jeune homme qui se noyait secrètement dans sa propre vie. Stephen avait accumulé plus de 17 000 livres de dettes, principalement pour financer sa coûteuse obsession du parachutisme. Sa relation à long terme avec sa petite amie touchait à sa fin. Il subissait une pression immense à son prestigieuse académie militaire et il croyait à tort qu'il venait d'échouer à ses examens finaux rigoureux. Au cours de l'enquête, un ami se souvint d'un commentaire glaçant et désinvolte que Stephen avait fait quelques mois plus tôt. Il avait dit que s'il avait jamais besoin d'une porte de sortie dans sa vie, il ne le ferait pas discrètement. Il ferait quelque chose d'incroyable en sautant d'un avion. Confronté à cette montagne de preuves physiques et psychologiques, la police de Humberside a changé de position. Ils ont officiellement innocenté ses deux coéquipiers, abandonné l'enquête pour meurtre et déclaré l'affaire comme une sortie spectaculaire, méticuleusement mise en scène. Au Royaume-Uni, une affaire reste ouverte tant qu'elle n'a pas été examinée par le coroner. Et le coroner assigné à cette affaire, un homme nommé Stuart Atkinson, n'achetait pas ce que la police disait. Il a souligné d'énormes contradictions flagrantes dans leur théorie. Oui, les ciseaux ont été retrouvés dans la voiture de Stephen qui était resté déverrouillé toute la semaine avec les clés sur le contact. N'importe qui sur cet aérodrome aurait pu utiliser ces ciseaux, couper les sangles et les remettre dans le coffre. Et le fait que l'ADN de Stephen soit le seul profil retrouvé sur les ciseaux ne signifiait rien selon lui. Un meurtrier, portant des gants, n'aurait de toute façon laissé aucun ADN. L'absence de l'ADN de quelqu'un d'autre ne signifie pas que personne d'autre n'était là. Et les traces de fibres retrouvées sur les vêtements de Stephen, elles auraient pu se transférer sur ses habits depuis son sac de parachute avant même qu'il n'enfile sa combinaison ce matin-là. Mais la plus grande contradiction de toutes, pour Stuart, c'était le saut lui-même. Stephen avait été filmé lors de ce dernier saut paraissant jubilant, exalté, échangeant des regards avec ses coéquipiers alors qu'il sautait de l'avion. S'il avait coupé ses propres sangles au sol, il savait qu'au moment où il sortirait de cet avion, il était un homme mort. Alors pourquoi un homme qui savait qu'il allait mourir exécuterait-il 19 figures acrobatiques parfaites et très techniques avec ses amis? Pourquoi sourire? De plus, pourquoi a-t-il tiré sur la poignée de son parachute principal à 4000 pieds? Et quand cela a échoué, pourquoi a-t-il aussitôt cherché sa réserve? Pourquoi se lancer dans ces gestes de survie terrifiants et frénétiques pour essayer de sauver sa propre vie si l'on savait déjà qu'on allait couper ses propres sangles? Tout cela ne collait pas pour le coroner Stuart Atkinson. Ainsi, le 25 mars 2005, Stuart Atkinson a rendu un verdict non concluant, décrivant la mort de Stephen Hilder comme tout simplement unique et mystérieuse. Dans le système juridique britannique, un verdict non concluant signifie exactement ce que cela laisse entendre. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire. À ce jour, cela reste un mystère totalement non résolu et personne n'a jamais été inculpé.
Bien que l'affaire de Steven soit le mystère le plus sombre, notre prochaine histoire est la plus déchirante. Elle nous emmène à Honolulu, à Hawaï, dans la soirée du 5 décembre 1981 et elle commence par ce qui aurait dû être l'une des soirées les plus excitantes de l'année. Mais d'abord, vous devez savoir que chaque mois, je fais une vidéo uniquement pour Patreon. Les avertissements étaient de là, vous ne la verrez nulle part ailleurs. Si c'est votre truc, les liens sont dans la description. Byron Black était une légende du parachutisme à Hawaï, âgé de 50 ans. Il avait fondé Jump Hawaii en 1976 et, au fil des années, il en avait fait l'une des équipes de parachutisme les plus reconnues des îles. Ils étaient célèbres pour leurs spectacles impressionnants avant les matchs à l'Aloha Stadium, sautant en parachute sur le terrain avant les matchs de football universitaire d'Hawaï sous les yeux de milliers de spectateurs. En décembre 1981, ils l'avaient déjà fait 2 fois la même année sans le moindre incident. Le 5 décembre devait être la 3e fois. L'université d'Hawaï recevait l'université de Caroline du Sud et Jump Hawaii avait été engagé pour assurer le spectacle d'avant-match. Byron a réuni son équipe composée de 11 parachutistes chevronnés au total. À eux 12 dans l'avion, il comptait plus de 10 000 sauts cumulés. Byron avait emmené 2 de ses fils avec lui. Danny, qui avait 20 ans, piloterait l'avion. Un Beechcraft C-45 bimoteur. Bobby, qui avait 25 ans, sauterait avec l'équipe. Le C-45 est un avion ancien, magnifique et fiable, mais il est extrêmement impitoyable si l'on ignore les lois du poids et de l'équilibre. Et avant même que cet avion précis ne quitte la piste ce matin-là, une erreur grave mais invisible avait déjà été commise. Lorsque vous chargez un avion, vous devez calculer soigneusement son centre de gravité, car un avion en vol est comme une bascule parfaitement équilibrée sur ses ailes. Si vous placez trop de poids à l'arrière, par exemple, l'avion devient dangereusement trop chargé à l'arrière. Un avion trop chargé à l'arrière perd sa stabilité aérodynamique. Le nez veut constamment se relever, ce qui crée une énorme résistance au vent. Si le nez pointe trop vers le haut, les ailes cessent de générer de la portance. L'avion décroche et il devient extrêmement facile d'entrer dans une vrille violente dont il est presque impossible de se remettre. Avec 11 parachutistes adultes portant un équipement lourd entassé à l'arrière de la cabine ce jour-là, le Beechcraft était chargé avec un décalage impressionnant de 10 pouces derrière sa limite arrière maximale. En aviation, une seule erreur d'1 pouce peut changer radicalement la façon dont un avion se comporte. Être décalé de 10 pouces signifiait que cet avion était un piège mortel volant, attendant simplement que le pilote fasse un mauvais geste. Mais l'avion a quand même décollé du terrain de Dillingham sans incident et a commencé à monter en direction du stade. De gros nuages et un vent vif s'abattirent sur Honolulu, empêchant les parachutistes de voir le sol. Et contrairement à l'équipe du lac Erie, cette équipe a respecté le protocole. Le saut a été annulé et Danny Black a fait demi-tour avec l'avion. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes est quelque chose que les témoins au sol ont eu du mal à décrire avec précision. Une épouse de marin nommée June Burkhard dînait dans un restaurant voisin avec son mari lorsqu'elle a regardé par la fenêtre. Elle a dit que l'avion faisait des tonneaux et tournait en grand cercle. Au départ, elle croyait à une démonstration acrobatique. Alors que Danny Black, le pilote, tournait l'avion près du mémorial de l'USS Arizona, le piège mortel qu'il pilotait s'est finalement révélé. Lors d'un virage, l'avion doit baisser légèrement le nez et maintenir une vitesse élevée. C'est la seule manière de permettre aux ailes de générer assez de portance pour maintenir l'avion. Cependant, la queue de l'appareil était bien trop lourde, dépassant sa limite de sécurité. Au moment où Danny a commencé le virage, tout ce poids à l'arrière s'est mis à jouer contre lui. Imaginez que vous essayez de faire tourner un marteau par son manche. L'extrémité lourde veut prendre le dessus. Dans un avion, cela signifie que la queue tire vers l'arrière, le nez se cabre, les ailes perdent leur angle et tout l'appareil entre instantanément dans une vrille à plat violente et irrécupérable. À l'intérieur de la cabine, c'était un véritable cauchemar. Lorsqu'un avion part en vrille de cette façon, il génère une force centrifuge intense. Si vous avez déjà été sur un manège tournant beaucoup trop vite dans une aire de jeu, vous connaissez cette sensation terrifiante d'être projeté vers l'extérieur, totalement incapable de ramener votre corps vers le centre. Maintenant, imaginez cette même force multipliée à l'intérieur d'un tube métallique qui tombe du ciel. Les 11 parachutistes, alourdis par leur équipement, ont été instantanément plaqués contre les parois et le sol par un poids invisible et écrasant. Ils ne pouvaient ni se lever, ni ramper, complètement piégés par la physique de la rotation.
À l'avant, Danny, âgé de 20 ans, poussait les moteurs à leur limite absolue, poussant désespérément les commandes vers l'avant pour essayer d'abaisser le nez afin qu'ils puissent reprendre le vol. Mais comme tous ces corps étaient impuissants, coincés à l'arrière de l'avion, la queue restait beaucoup trop lourde. Les commandes de vol étaient pratiquement inutiles. Assis le plus près de la porte de saut ouverte se trouvait un parachutiste de 34 ans nommé Mike Sammons. Il s'était préparé à être le premier sauteur au-dessus du stade ce soir-là, il était donc déjà positionné à la sortie. Alors que l'avion tournoyait et tremblait autour de lui, il prit une décision que chaque instinct dans son corps devait probablement lui hurler de prendre. Il s'est jeté dehors. En le voyant partir, 3 autres parachutistes ont désespérément essayé de le suivre. Mais sortir d'un avion en vrille est incroyablement dangereux. Alors que Mike se jetait hors de la porte, la queue de son Beechcraft qui tournoyait violemment a fouetté et a frappé directement sa jambe, la brisant complètement. Malgré la douleur insoutenable et la chute libre chaotique, Mike s'est fié uniquement à sa mémoire musculaire. Il a trouvé sa poignée, tiré sur le cordon de son parachute et sa voile s'est déployée. Quelques secondes plus tard, il a plongé dans les eaux de Pearl Harbor. Mike y est arrivé. Malheureusement, les parachutistes qui ont essayé de le suivre n'ont tout simplement plus eu assez d'altitude. Leurs parachutes n'ont pas eu assez de temps pour s'ouvrir complètement et ils se sont écrasés au sol. Le Beechcraft a percuté le récif à 250 yards du mémorial de l'USS Arizona et s'est plié en forme de L sous l'impact. Seule la queue restait visible au-dessus de l'eau. Malgré sa jambe brisée, Mike Sammons a détaché son équipement lourd, a lutté pour remonter à la surface et a désespérément essayé de nager vers l'épave en train de couler pour sauver ses amis. Mais l'impact avait été trop violent. Les 11 personnes à bord de l'avion, y compris le légendaire Byron Black et ses 2 jeunes fils, ont péri dans l'accident. L'enquête officielle a révélé exactement ce que les chiffres de poids et d'équilibre avaient déjà indiqué à quiconque avait pris la peine de vérifier. Le pilote n'avait pas réussi à maintenir la vitesse de vol pendant le virage. L'appareil était chargé 10 pouces derrière sa limite arrière du centre de gravité. Danny Black avait 20 ans, n'était pas encore tout à fait qualifié pour piloter cet appareil et n'avait pas effectué une planification pré-vol adéquate. La tragédie dévastatrice qui a anéanti le cœur de la communauté de parachutisme d'Hawaï en un seul après-midi. Et cela reste un rappel brutal que, peu importe le nombre de milliers de sauts réussis que vous avez à votre actif, vous ne pouvez pas échapper aux conséquences d'un avion mal chargé. Contrairement à tout ce que nous avons vu, cette histoire ne résulte ni d'une erreur de calcul, ni d'une faute, ni d'une défaillance mécanique imprévisible. Cela s'est produit à cause de photographies. Laissez-moi vous expliquer. Dubnica Air était une opération de parachutisme basée à l'aérodrome de Červený Kamen dans l'ouest de la Slovaquie. En août 2015, ils se préparaient pour un meeting aérien prévu le 23 août et avaient organisé un vol de répétition, 3 jours avant pour répéter leur démonstration synchronisée. Le plan était que 2 avions identiques, L410 turbopropulseurs décollant ensemble, montent en formation serrée et larguent leurs parachutistes simultanément. Propre, précis, professionnel. Maintenant, si vous ne connaissez pas le vol en formation, les règles sont simples et non négociables. Lorsque 2 avions volent en formation serrée, chaque pilote a une tâche qui prime sur toutes les autres. Savoir exactement où se trouve l'autre avion à tout moment. L'avion suiveur en particulier doit maintenir une position précise derrière et en dessous de l'avion de tête et il ne doit jamais, en aucune circonstance, dévier de cette position. La séparation entre les 2 avions se mesure en pieds, pas en miles. Un seul instant d'inattention et les conséquences le sont catastrophiques. Chaque avion transportait 17 parachutistes et 2 pilotes. Cela fait 38 personnes dans les airs à bord des 2 avions. Alors que les 2 avions montaient vers 5000 pieds ce matin du 20 août, la marge d'erreur a tout simplement disparu. Les 2 avions sont entrés en collision alors que les parachutistes à l'arrière des cabines effectuaient leur dernier contrôle d'équipement. L'impact a été catastrophique. En cas de collision aérienne, les avions ne rebondissent pas simplement. Les hélices tranchantes découpent les fuselages en aluminium comme du papier. Les ailes se détachent. Les sections arrière sont écrasées. Instantanément, les 2 avions ont perdu leur capacité à voler. Dans presque tous les autres contextes de l'aviation commerciale ou privée, une collision en plein vol à 1500 mètres d'altitude garantit un taux de mortalité de 100%, mais les passagers à l'arrière de ces avions étaient 38 parachutistes d'élite et ils portaient déjà leur parachute.
Ce qui s'est passé ensuite, c'est une lutte désespérée, en une fraction de seconde, pour survivre face aux lois brutales de la physique. Lorsqu'un avion perd ses ailes et sa queue, il part en vrille, hors de contrôle, générant d'énormes forces G désorientantes. Les parachutistes, dans ces épaves en vrille, n'avaient que quelques secondes pour réagir. Luttant à travers le chaos, la gravité écrasante et les débris volants, ils se sont frayés un chemin désespérément vers les portes de saut ouvertes et se sont jetés dans le ciel, esquivant les morceaux d'avion en chute libre tout en déployant leurs voiles. Par miracle, 31 parachutistes ont réussi à échapper à l'épave en chute et à atterrir sains et saufs grâce à leur parachute. Mais tout le monde n'a pas pu sortir à temps. Les forces G intenses et le métal écrasé et froissé ont piégé 3 des parachutistes à l'intérieur du fuselage. De plus, les pilotes de chaque avion étaient attachés dans leur cockpit. Ils n'avaient ni le temps ni l'espace pour s'échapper. Les 2 avions se sont écrasés au sol et les 4 pilotes ainsi que les 3 parachutistes piégés sont décédés dans l'accident. Lorsque les enquêteurs du bureau de l'aviation slovaque ont fouillé les débris pour comprendre exactement pourquoi ces 2 avions étaient entrés en collision par une claire journée d'été, ils ont découvert quelque chose d'incroyable, à tel point que j'ai honnêtement cru que mes yeux me jouaient des tours la première fois que je l'ai lu. Piloter un avion en formation serrée exige une concentration absolue et ininterrompue. Une seule seconde d'inattention signifie la mort. Pourtant, le rapport officiel a révélé qu'au moment de la collision, le commandant de l'avion suiveur utilisait activement son téléphone pour prendre des photos de l'avion de tête à travers la fenêtre de son cockpit. Pendant qu'il faisait cela, son avion avait lentement dérivé vers l'avant et vers le haut jusqu'à se retrouver au même niveau que l'avion qu'il était censé suivre. Au moment où l'un ou l'autre des pilotes s'est rendu compte de ce qui se passait, il était déjà trop tard. Maintenant, je n'ai aucune idée de pourquoi il a pensé que c'était acceptable. Il est déjà interdit d'envoyer des messages en conduisant, alors prendre des photos en pilotant un avion, c'est pire. Je n'ai aucune idée de ce qui lui passait par la tête quand il a pointé ce téléphone vers la fenêtre, mais ce que je sais, c'est que 38 personnes lui ont confié leur vie ce matin-là, et que 7 d'entre elles ne sont pas rentrées chez elles parce qu'ils voulaient une photo. Chaque catastrophe de cette liste jusqu'à présent s'est résumée à une erreur humaine fatale sur le moment. Mais la catastrophe de parachutisme la plus meurtrière de l'histoire humaine n'a pas été causée par une erreur en plein vol. Elle a été causée par de la terre. Le 11 septembre 1982, la ville de Mannheim, en Allemagne de l'Ouest, était en plein milieu d'une immense célébration. La ville avait obtenu son statut officiel de ville exactement 375 ans plus tôt, et le gouvernement local avait organisé une semaine de festivités pour marquer l'occasion. Il y avait des concerts, des expositions, et le matin du 11 septembre, un spectacle aérien spectaculaire à l'aéroport municipal de Mannheim, auquel des milliers de personnes étaient venues assister. Le clou de ce spectacle aérien allait être quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Une équipe internationale de parachutistes composée de 23 Français, 9 Gallois, 6 Allemands et 8 Américains allait tenter des records Guinness, des records du monde pour la plus grande formation en cercle en chute libre jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité. Pour réussir, ils devaient sauter d'un avion simultanément à haute altitude, se donner la main pour former un immense cercle en chutant à 240 km à l'heure et maintenir la formation assez longtemps pour qu'elle soit officiellement vérifiée. Pour transporter tous ces parachutistes à haute altitude, la ville avait demandé 2 hélicoptères CH-47 Chinook de l'armée américaine, provenant de la garnison militaire américaine basée à Mannheim. Le Chinook est une énorme bête de transport à double rotor. Il est lourdement blindé, de conception très robuste et conçu pour survivre en zone de guerre. Les 2 hélicoptères sont arrivés à l'heure ce matin-là, puis, à un moment donné avant le décollage, quelqu'un a pris une décision. Personne n'a jamais vraiment expliqué qui a pris cette décision ni pourquoi, mais au lieu de répartir les parachutistes entre les 2 hélicoptères comme prévu, toute l'équipe a été embarquée dans un seul appareil. Au moment où les portes se sont refermées sur ce seul Chinook, il y avait 38 parachutistes, un équipage américain de 5 hommes et 2 journalistes de l'American Forces Network qui avaient entendu parler de la tentative de record et étaient montés à bord à la dernière minute pour couvrir l'événement. 46 personnes au total. Il n'y avait pas assez de sièges pour tout le monde, donc 11 personnes ont dû rester debout. Vers 12h30, le Chinook a décollé. Plusieurs montgolfières avaient déjà été lancées, dérivant paisiblement autour de l'aérodrome pendant que des milliers de spectateurs attendaient que les parachutistes sautent.
La foule était de bonne humeur, mais toute cette joie a pris fin lorsque les personnes au sol ont soudainement entendu un cri catastrophique et grinçant résonner dans le ciel. Maintenant, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de cet hélicoptère, vous devez savoir une chose fondamentale sur le fonctionnement d'un Chinook. Un hélicoptère Chinook possède 2 rotors massifs, un à l'avant et un à l'arrière. Contrairement à un hélicoptère classique, ces 2 rotors tournent dans des directions opposées et leurs pales passent en fait par le même espace dans l'air. Ils ne se touchent jamais car ils sont parfaitement synchronisés, comme 2 personnes dans une porte tournante qui ne se percutent pas car elles savent toujours quand avancer. Cette synchronisation est contrôlée par une seule boîte de vitesse, et cette boîte de vitesse, comme tout composant moteur, doit être constamment lubrifiée à l'huile pour éviter la surchauffe. De petits jets internes pulvérisent en continu de l'huile sur les pièces mobiles. Chaque seconde de vol de l'hélicoptère. Imaginez cela comme la courroie de distribution de votre voiture. Tant que la transmission tourne, les pales restent synchronisées et se croisent à quelques centimètres. Si elles cassent, eh bien c'est le pire cauchemar de tout pilote. Et à Mannheim, le 11 septembre 1982, ce cauchemar est devenu réalité. La boîte de transmission a soudainement lâché, et les pales des 2 énormes rotors lourds se sont instantanément percutées à des centaines de miles à l'heure. La seule force de la collision a brisé les 2 rotors en plein vol. L'hélicoptère est tombé du ciel comme une pierre, s'écrasant directement sur l'autoroute A656 en dessous. Comme il n'était qu'à 800 pieds, lorsque les rotors sont entrés en collision, il n'y avait absolument aucun temps pour réagir. Les 46 personnes à bord ont toutes péri. C'était une tragédie inimaginable. L'armée a immédiatement cloué au sol toute sa flotte de Chinook, terrifiée à l'idée d'un défaut de conception majeur. Les enquêteurs ont démonté l'épave morceau par morceau, essayant de comprendre comment l'hélicoptère de transport le plus robuste et le plus solidement conçu du monde avait pu soudainement se disloquer par une journée claire et ensoleillée. Aucune trace de missile ni d'impact d'oiseau n'a été trouvée. La cause était un simple grain de poussière. Oui, un minuscule grain de poussière. Lors de l'entretien de routine au sol, avant même que l'hélicoptère ne vole, les mécaniciens avaient utilisé des coquilles de noix broyées pour sabler et nettoyer les pièces de la transmission de l'hélicoptère. C'est une méthode standard et douce pour nettoyer les machines lourdes, mais les mécaniciens ont commis une erreur microscopique. Ils n'ont pas réussi à souffler toute la poussière et les particules de noix qui n'ont pas été évacuées sont restées à l'intérieur de la transmission, s'agglomérant lentement avec la graisse. Lorsque l'hélicoptère a décollé ce matin du 11 septembre, ces particules agglomérées ont été poussées dans les conduites d'huile et ont bloqué un gicleur de lubrification. Parce que le jet était bloqué, la boîte de transmission n'a pas reçu d'huile pour se refroidir. Elle a commencé à surchauffer, s'égripper et c'était fini. 46 vies ont été perdues à cause de quelque chose d'aussi insignifiant, quelque chose à laquelle vous ne pensez probablement même pas, mais les marges sont impitoyables là-haut dans le ciel. Le maire de Mannheim, Wilhelm Warnholt, a annulé toutes les célébrations d'anniversaire restantes. Une stèle commémorative en pierre a été érigée à l'entrée de l'aéroport de Mannheim. Les noms des 46 victimes sont gravés sur une plaque à la base du monument. Et chaque année, le 11 septembre, les familles se rassemblent à ce mémorial pour se souvenir de ce qui avait commencé comme une tentative de record du monde et s'est terminé avec 46 personnes sur une autoroute parce que quelqu'un n'a pas correctement purgé une transmission. 6 catastrophes. Aucune d'entre elles n'était inévitable, toutes étaient entièrement évitables, et aucune de ces victimes n'est montée à bord d'un avion parce qu'elle voulait mourir. Ils faisaient confiance à leur équipement, à leurs équipes, et espéraient rentrer chez eux. Mais l'homme de notre prochaine vidéo savait exactement ce dans quoi il s'engageait. C'était un casse-cou de 58 ans qui avait construit son propre tonneau en bois rudimentaire, s'était enfermé à l'intérieur avec une enclume en fer de 50 kg pour se stabiliser et s'était volontairement jeté du haut des 51 mètres rugissants des chutes du Niagara. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite.